C'est bon? Alors, nous sommes aujourd'hui à la séance 4 de notre cours Management S1. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Je vous invite à prendre des notes au fur et à mesure avec moi, comme d'habitude, comme chaque séance. Nous nous sommes arrêtés au fait que les entreprises, regardez avec moi ici, ne se gèrent pas de la même façon. On gère une entreprise selon sa taille. Qui dit grande taille, d'une entreprise de grande taille, dit de grands projets. Et quand tu dis grand projet, ça veut dire déjà les responsabilités vont être quand même de haute responsabilité. Et si tu es dans un poste de haute responsabilité, ça veut dire aussi la rémunération, le salaire aussi. Donc, à chaque fois que j'ai un pouvoir, j'ai une responsabilité à la même hauteur de ce pouvoir. Et j'ai aussi une rémunération qui est aussi conséquente. Mon réseau, la dimension de mon pouvoir et le seuil ou la dimension de ma performance. C'est-à-dire que je dois faire attention dans quel cadre je suis. Je suis dans une petite entreprise. Tu veux postuler pour une petite entreprise. Tu me dis, madame, au début de la carrière, je voudrais travailler avec une petite entreprise. Je vais déposer mon dossier de candidature dans une... Pourquoi? Parce que, madame, je voudrais gagner de l'expérience. C'est pas la peine, madame, d'aller vers une multinationale. Je vais aller doucement. Qu'est-ce que moi je te dis? Tu vas apprendre dans une multinationale beaucoup mieux que tu vas apprendre dans une petite entreprise. Pour quelle raison? Parce que la taille des projets dans une petite entreprise, c'est des petits projets. Même la rémunération qui va te donner un élan dans une petite entreprise, tu ne vas pas percevoir un seuil de rémunération important. Tu veux de la motivation, tu es en début de carrière. Doucement. Si tu es en démarrage de carrière, les stéréotypes, l'image sociale nous fait quelquefois peur de la confrontation de grandes entreprises. Et moi, je vous conseille le contraire. Ne commencez pas par des petites entreprises. Parce que vous allez voir beaucoup plus de calme. Il y a des fois où nous avons peu de projets ou pas de projets. On travaille toujours sur le même produit, la même gamme. Il n'y a même pas de réunion pour une nouvelle stratégie. Il n'y a pas de concurrence parce que tout va bien, c'est très calme. Par contre, si, démarrage de carrière, tu sors de la faculté, tu pars directement vers un environnement speed, des réunions, du stress professionnel, des heures supplémentaires, tout le monde court. Tu vas être contaminé par quoi? Par ce rythme. Et donc, à chaque fois que tu mettras les pieds quelque part, tu seras déjà blindé. Tu as déjà les outils. Tu as déjà ton bouclier. Tu es devenu un soldat. On n'aura plus peur de toi. Et c'est cela où on parle vraiment de vraie expérience. Tu me dis, madame, moi, au début de ma carrière, j'ai vraiment confronté les vrais obstacles. J'ai observé comment les gens dépassent les vrais problèmes. Et quand tu es inséré avec un rythme, tu commences à être contaminé par ce rythme. En tout cas, à l'échelle humaine ou financière, les entreprises ne se gèrent pas de la même façon. On peut aussi, puisque nous sommes dans le chapitre de classification, partir aux critères liés à la dimension d'une entreprise. C'est ce que je vais essayer de détailler, la taille de l'entreprise. Elle peut être approchée. On va essayer de comprendre à travers différents paramètres. Le premier paramètre qui peut nous aider à mieux comprendre, c'est les effectifs. Tu peux être dans le jugement lorsque tu vérifies le nombre de personnes qui travaillent dans une entreprise. L'effectif va être un critère déterminant de la taille de l'entreprise. Et quand nous avons 5000 salariés, oui, on peut partir vers l'import-export, vers l'internationalisation. On peut aller vers des stratégies compétitives. On peut oser aller dans l'aventure. Mais quand tu me dis, madame, 5 salariés, le mot stratégie compétitive, aventure, c'est pas possible. Tu n'as pas l'effectif pour. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Tant que j'ai un effectif élevé, tant que je peux rentrer dans l'aventure compétitive sur le marché. Et tant que je peux oser être dans l'internationalisation. Maintenant, si je passe au capital propre, c'est l'ensemble, c'est la somme d'argent que j'ai pour pouvoir investir. Mais je peux aussi avoir des partenaires, je peux avoir des crédits bancaires, je peux avoir recours aux institutions financières, comme je peux avoir recours
comme je peux avoir recours à des associés. Et c'est ce qui va constituer mon capital apporté. Et tant que, bien sûr, on le sait, tant que tu as une somme d'argent assez importante, tu peux diversifier tes produits, diversifier ta gamme, acheter des machines, avoir des normes à l'international. Allez-y, rentrez. Rentrez, s'il vous plaît. Je passe au troisième point, c'est le chiffre d'affaires. C'est la valeur de vente que nous avons pu réaliser sur une période donnée. Il y a certaines entreprises qui font un bilan en mars et ils refont un autre bilan en décembre. Pourquoi? Parce que la taille de l'entreprise, elle est grande. On ne peut pas attendre jusqu'à septembre pour commencer notre bilan de fin d'année. Ça va être très difficile. Donc, on fait un bilan mi-annuel et après annuel pour nous permettre d'avoir quoi? La situation. Et peut-être bien, si nous voyons qu'il y a des erreurs, on va recadrer. Si nous sommes sur la mauvaise voie, nous allons aussi essayer de rectifier le tir. Exactement. Maintenant, si je pars à la valeur ajoutée, c'est la différence entre la production, donc doucement pour les chaises. C'est la différence entre la production, ce qu'on sort de l'entreprise, et la consommation, c'est les entrées en entreprise. Qu'est-ce qu'on rentre? Qu'est-ce qu'on paye? On paye la matière D'accord, on paye la matière première. Qu'est-ce qu'on paye aussi? L'eau et l'électricité, les frais, les charges. On paye aussi qui? Les salariés, parce qu'ils doivent percevoir leurs revenus. N'oubliez pas les dividendes, les taxes. Nous sommes assujettis à un régime fiscal. Donc c'est normal d'avoir des dépenses. Maintenant, les entrées d'argent, ça dépendra de la capacité de vente. Donc là, c'est le rôle de qui? Le rôle du marketing, pour pouvoir nous faire connaître. Et ce marketing-là doit miser sur sa capacité publicitaire, créer des slogans. Il faut qu'on soit visible partout. Il faut que le consommateur, quand il sort dans la rue, il lève la tête, il regarde un immeuble. Il faut que nous, on soit collés dans l'immeuble. Il faut une affiche. Il faut que quand il est dans sa voiture, il doit recevoir un flyer. Il faut quand il est à la maison, il est tranquille, il doit recevoir un message téléphonique. Il est aussi à la maison, il regarde un film, il doit recevoir une publicité au milieu du film. Il descend voir son courrier dans la boîte aux lettres, il doit nous voir dans la boîte aux lettres. Il n'a rien demandé, c'est nous qui sommes présents. On fait un management de proximité. Il y a carrément des personnes qui l'appellent de l'harcèlement. On va harceler le consommateur. Il faut qu'il nous voie tout le temps pour qu'il ne nous oublie pas. Il part faire ses achats à Marjane au Carrefour. Il trouve une personne qui lui donne dégustation. Elle lui dit, est-ce que vous voulez goûter? C'est du forcing psychologique. Il te fait du forcing psychologique. Regarde-moi, je suis là. Donc tu es poussé à l'achat. Oui? Pardon? Elle peut aussi avoir recours au sponsoring. Comme les matchs de foot, on voit des sponsors qui sont partout. Nous sommes obligés de les voir, c'est de la visibilité. Ils achètent des espaces, ils sponsorisent en contrepartie de la visibilité. Des joueurs qui peuvent mettre le nom de l'entreprise sur leur t-shirt. On paye aussi, on mise le prix, mais ça va être quand même visible. C'est une sorte, regardez-moi, je suis là, pour ne pas me faire oublier. Il n'y a pas pire pour une entreprise que se faire oublier. Si on l'oublie, c'est qui prend sa place? L'entreprise concurrente. Quoi encore? On peut aussi avoir, c'est une technique que tout le monde utilise. On utilise des footballeurs, on utilise des icônes. Aujourd'hui, c'est à la mode les influenceurs. En marketing, je vais m'identifier à une personnalité. Lorsque cette personnalité va mettre un tissu, une crème, je vais aussi l'acheter. Psychologiquement, je vais être manipulée. C'est de la manipulation intelligente. Donc ici, oui, vous voulez dire quelque chose? Aussi. Tous les moyens sont bons pour pouvoir toucher le consommateur. La force du marketeur est une force très importante, bien sûr avec créativité, parce qu'il doit toujours être créatif, ramener quelque chose de nouveau pour toucher le plus de consommateurs possible. Bien sûr, et transformer son besoin en envie. Tu n'as pas envie d'acheter un jean, tu as plusieurs jeans, mais il faut que je crée l'envie chez toi d'acheter un nouveau jean. Ainsi de suite.
Certainement, vous n'achetez pas par besoin. Lorsque vous sortez, vous avez de l'argent, vous n'allez pas dire j'ai besoin, c'est un besoin vital. Tu dis franchement j'ai envie d'acheter ce produit, il me plaît bien. Ce n'est pas un achat logique, pas du tout, c'est un achat purement émotionnel. Et même quelquefois dans votre armoire, vous avez beaucoup de vêtements. Et qu'est-ce que vous arrivez à dire oralement? J'ai plus rien, franchement. Vous le dites ou pas? Je ne sais pas quoi mettre. Alors que tous les articles dans ton armoire, le premier jour où tu voulais les acheter, tu les as achetés vraiment avec grande envie. Mais cette envie, avec le temps, qu'est-ce qui se passe à l'envie? Elle disparaît. Tu as un article, tu as tout fait pour l'acheter. Il est dans ta chambre. Tu ne fais plus attention à cet article. Parce que l'envie, elle est de courte durée. Parce que c'était un achat émotionnel. Et l'émotion, elle est courte dans le temps. Pourquoi? Parce qu'elle donne la place à une nouvelle envie. Et c'est ce qui rend service au marketing. Tant que nous sommes des consommateurs fous qui changent d'envie, tant que l'économie va bien, tant que le champ de marketing va bien. Parce que si nous sommes des consommateurs logiques, nous n'allons plus rien acheter. Votre maman, par exemple, je vous donne l'exemple des femmes qui sont le plus souvent dépensières. Quand elles partent dans un magasin de tout ce qui est verre, tout ce qui est vaisselle, les verres, les tasses, etc., elle a toute la cuisine qui va exploser d'articles. Mais elle peut partir acheter un plat bleu, par exemple. Tu lui dis, maman, tu as déjà du bleu. Elle te dit, non, c'est pas le même bleu. Tu lui dis, mais tu as déjà du bleu. Elle te dit, non, c'est pas la même couleur. Et tu lui dis, mais on a déjà. Elle te dit, non, mais la forme et la couleur, c'est pas la même chose. Et si tu veux l'amener vers la logique, elle peut t'insulter. Elle te dit, de toute façon, toi, tu comprends pas en couleur. C'est moi qui comprends tout ça. Ce qui fait que nous sommes tous conduits par notre pulsion émotionnelle dans l'achat, beaucoup plus que notre logique qui nous organise nos dépenses. Et tant que nous sommes dans une folie d'achat, tant que nous sommes dans un inconscient, tant que nous sommes dans une manipulation suite aux images, les slogans, tant que l'économie va bien. Parce que le jour où on va tous être très logiques, l'économie va avoir un sacré coup. Est-ce que vous avez compris? Oui? Bien sûr, on te vend le rêve. Et c'est grâce à ce rêve que tu vas bien. Comme je peux utiliser Sharapova dans une... Vous connaissez Sharapova, la tennis woman? Dans une publicité, Sharapova, elle a des cheveux blancs qui descendent jusqu'au sol. Si toi, tu vois Sharapova, tu achètes le shampoing, psychologiquement, tu veux ressembler à Sharapova. Et quand tu vas appliquer le shampoing quelquefois, tu vas croire que tes cheveux ont changé. Et tu peux même donner tes cheveux à quelqu'un, tu lui dis touche, regarde, est-ce que ça a changé un peu? Donc tu as été manipulé ou pas? Tu dis non, je ressens le changement, je le ressens. C'est tes cheveux, ils ne vont pas changer, c'est tes cheveux. Mais psychologiquement, on ressent qu'il y a ce besoin de croire le rêve. Donc ils nous vendent le rêve et nous sommes prêts à sortir de la réalité et de croire le rêve. Le bénéfice net, c'est le résultat net de l'activité économique. Et lorsque, bien sûr, il y a profit, lorsqu'il est positif, on parle de bénéfice. Mais lorsqu'il est négatif, nous parlons de perte, tout à fait. Nous sommes à l'approche du bilan et toutes les entreprises aujourd'hui vivent le stress. Ils doublent d'heures de travail pour essayer de sauver, oui, la situation. Entrez. Puis-je passer? Prenez vos stylos, vos cahiers et on note ensemble. Puis-je passer? Je peux avancer? Très bien. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Prenez votre cahier, prenons des notes ensemble. Allez-y. On reste ensemble. Actuellement, la PME constitue le tissu économique le plus élevé, en fait, c'est 98%, pour vous dire. La PME, c'est 98% du tissu économique au Maroc. C'est pour cette raison que je m'intéresse à
à ce champ d'analyse ou à ce champ d'étude. Et la définition de la PME au Maroc, elle va prendre en considération le chiffre d'affaires, alors qu'avant, on prenait en considération le nombre de ses employés. Maintenant, avant, on parlait de 200 salariés, c'était une PME. Et notre tissu économique marocain, la plupart, c'était PME. Comme je vous ai dit, c'est quand même 98%. Petite et moyenne entreprise. Il y a la TPE, la très petite entreprise. Il y a la PME, la petite et moyenne entreprise. La TPE, c'est entre 1 salarié à 10 salariés. Toi, tu as 10 000 dirhams. Tu peux être un investisseur, un entrepreneur unique. Tu crées ton entreprise. Tu peux peut-être faire de la livraison à domicile, créer un espace sur le web et faire un site web sur lequel tu peux gérer tes ventes. Et ça peut très bien marcher pour toi. C'est ce que les jeunes, la plupart, ont fait ça pendant le confinement. Ils ont créé des petites plateformes, des sites web, ils ont fait de la vente en ligne. La technologie... Restez avec moi. La technologie, tout ce qui est informatique aujourd'hui, le digital, le pouvoir du digital, enfin on l'appelle carrément l'économie digitale aujourd'hui, a rendu service au Maroc pendant le confinement. Maintenant, le fait juste de prendre les salariés et l'effectif comme critère n'a pas été vraiment objectif, ce n'est pas vraiment représentatif. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui a 400 salariés, elle peut rester une PME, alors qu'avant, on disait d'une personne à 9 ou 10, c'est TPE. Entre 10 à 200, c'est une PME. Alors qu'on peut trouver 400 personnes et c'est toujours une PME. Donc les critères ont changé et on commence à se baser sur le chiffre d'affaires et non pas le nombre d'employés. Je vous donne l'exemple de Mark Zuckerberg, qui aujourd'hui dirige un empire. Il a commencé, lui et son copain. Et ils généraient un chiffre d'affaires de folie. Ça veut dire, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Tu peux être 5, 6, 7 personnes et vous générez un chiffre d'affaires énorme. Donc, on ne peut pas prendre le nombre de personnes comme critère d'évaluation. Mais on va prendre quoi comme critère? Le chiffre d'affaires. Cette entreprise génère quel chiffre d'affaires? Si c'est peu de personnes, et cette personne, c'est des génies, ils arrivent à générer un chiffre d'affaires de folie. Je ne peux pas la caser dans le cadre PME. Donc, vous avez remarqué juste le changement de perception. Avant, on prenait quoi en considération? Le nombre d'effectifs. Nous avons combien de personnes qui travaillent? Le nombre d'employés. Aujourd'hui, nous avons quoi? Le critère a changé et nous prenons en considération le chiffre d'affaires. Est-ce que je peux passer? Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en détail. Je peux? On y va? Ici à la faculté, je vous ai déjà parlé du programme Intelaqa. Non? Si vous êtes porteur de projet, vous avez une idée et vous essayez de mûrir cette idée, de faire l'étude de l'existant, l'étude du marché. Vous connaissez les pertes, les gains, vous faites une prévision, vous avez un business plan, une étude de votre projet. Vous cherchez des partenaires en classe, des gens qui sont intéressants de votre amphi, des amis ou des connaissances, des gens qui ont le même profil que vous. Et vous essayez de faire une sorte d'associé au niveau mental, idée. Je te donne mes idées, tu me donnes des idées et on essaye de mûrir nos idées pour avoir un projet de qualité. Vous arrivez à la licence, vous postulez pour le master entrepreneuriat que nous avons ici. Vous connaissez à côté de la Fontaine, on a un espace qui s'appelle CIRA. C-I-R-A. CIRA, c'est un espace d'incubation des étudiants. On ramène des investisseurs, des sponsors.
Et on essaie de vous donner la possibilité d'avoir des mentors, des coachs qui vont vous accompagner dans votre projet. Si vous postulez avec votre projet pour le master entrepreneuriat, vous êtes pris en charge pendant 2 ans pour que ce projet voit le jour. Et on postule votre dossier à l'État. Parce que CIRA est en convention avec beaucoup d'organismes. Et vous pouvez avoir le programme Intelaqa. C'est-à-dire quoi? Tu as 25 millions, ce n'est pas un intérêt, c'est une aide. Tu peux avoir 25 millions de centimes, et si tu es 2 personnes, si vous êtes 2 personnes, vous pouvez avoir 25 pour avoir un capital de 50 millions de centimes comme démarrage de votre projet. Sponsorisé, ça s'appelle l'incubation, c'est la prise en charge des étudiants, sponsoriser ces étudiants, les aider parce que eux, ils vont être une force économique après, ils vont faire du recrutement, ils vont aider l'économie. Et si nous encourageons tous les jeunes, tous les jeunes deviennent investisseurs. Parce que la seule carrière de salariat ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui sont capables d'affronter le marché. Eh bien, je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais c'est l'occasion de réfléchir à partir de la première année à un projet. Si tu n'aimes pas les critiques, les ordres, si tu n'aimes pas te réveiller tout le temps à 8h, à 7h du matin, tu es quelqu'un d'indépendant, leader, tu as une forte personnalité, pourquoi ne pas miser sur cette idée-là? Avoir un don. Une aide, ce n'est pas un crédit, c'est de l'argent qu'on te donne comme aide à l'investissement. Qu'est-ce qu'on va gagner? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'est-ce que l'État gagne à aider des jeunes? On attend de ce jeune-là qu'il puisse créer une entreprise, et la création d'entreprise, on diminue le chômage. On a une richesse de plus au niveau économique. Il y a c'est une liste de points positifs. Donc, penser entrepreneuriat, pourquoi pas? Ou bien au moins avoir un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat. Tu peux accéder à une entreprise, avoir ton poste avec salaire fixe, mais tu peux aussi penser à un projet, pourquoi pas? Comme je vous ai dit, il y a la fontaine, il y a à gauche un grand espace où il y a des fauteuils, c'est là-bas où il y a l'espace CIRA, C-I-R-A. Quand vous passez, vous jetez un coup d'œil. Et vous, pourquoi pas, vous misez sur cette idée-là. Il n'y a pas que le programme Intelaqa, il y a plusieurs programmes. On voit en fonction du type de besoin que tu as. Mais il y a toujours des aides et de l'accompagnement gratuit, jusqu'à ce que ton projet voit le jour. Est-ce que vous avez compris? Alors, si on veut, en réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, quelle est la différence entre TPE et PME? Eh bien, la TPE, comme j'ai signalé, c'est la très petite, voilà, entreprise. C'est moins de 3 millions de dirhams. Par contre, la PE, la petite entreprise, c'est l'entreprise, exactement, qui a entre 3 et 10 millions de dirhams. La PME, qui forme la part quand même la plus grande, c'est 98% du tissu économique, c'est entre 10 à 175 millions de dirhams. C'est quand même un chiffre quand même assez conséquent. Ben oui, c'est important quand même. Et on trouve la plupart, ils sont plus actifs dans la PME. Parce qu'il y a la PME aussi qui est de grande taille. Vous remarquez le chiffre d'affaires, c'est 175 millions de dirhams. Puis-je continuer ? Monsieur, c'est interdit. On y va? Est-ce qu'on peut continuer? Généralement, vous voudriez travailler dans une TPE, une PME ou une... Enfin, quel type d'entreprise vous intéresse? Une PME? En fait, c'était une question piège. Pourquoi je vous ai piégé avec cette question? J'ai déjà parlé de ce point. Vous me dites, madame, moi je voudrais travailler avec l'entreprise qui
qui m'offre la rémunération la plus motivante seulement. Et le cadre le plus agréable, parce que tu peux avoir de l'argent, mais si le cadre est négatif, tu es démoralisé. Il y a beaucoup de personnes qui quittent leur poste, ils ont un bon salaire, mais ils disent « Madame, j'étouffe, je ne peux pas. Je vais me bagarrer avec monsieur, c'est pas possible. » L'ambiance est négative. Donc, vous avez besoin de passer plusieurs entretiens. Donc, après la licence, Inch'Allah, ou après le master, je ne sais pas quand est-ce que vous voulez accéder au marché de l'emploi, mais que ce soit après Bac+3 ou Bac+5, postule au maximum. Reçois beaucoup d'appels téléphoniques, passe le maximum d'entretiens. Et après, c'est toi qui dois choisir. Regarde la réputation de l'entreprise. Est-ce qu'elle a un nom sur le marché ou pas? Le nom de l'entreprise sur ton CV, c'est important. Le cadre et le seuil de rémunération. Et après, c'est toi qui choisis. Mais quand tu envoies à 10 ou 20, personne ne t'appelle. Quand tu envoies à 50 ou à 60, il y a une qui t'appelle peut-être. Il faut envoyer à tout le tissu économique. À tout le tissu économique. Certaines, j'envoie par voie électronique, certaines, je me déplace moi-même. Et il y a beaucoup d'étudiants qui envoient à 10, ils perdent l'espoir, ils disent « Madame, j'ai envoyé à 10, personne ne me répond. » Même si tu envoies à 100, tu auras une réponse. Généralement, dans les statistiques ont montré, sur 100 envois, nous avons une réponse. Donc, normalement, il y a plus de 44 000 entreprises et toi, tu envoies à 10. Je suis désolée, tu n'as pas fait ce qu'il faut. Oui ou non? Donc, j'espère vraiment que vous allez postuler au maximum. N'oubliez pas notre rendez-vous, même si je ne suis pas votre professeur en S2. Peut-être que la direction changera les ensembles. Même si je ne suis pas votre prof en S2, peut-être que je vais garder cette équipe toute l'année, que je resterai votre prof. Mais au cas où je ne reste pas votre professeur en S2 et je prends un autre ensemble, vous me cherchez pour venir prendre votre invitation pour venir au Forum de l'Emploi que j'organise chaque année. Je vous l'avais déjà dit la première séance. Le Forum de l'Emploi pour déposer votre candidature et essayer de faire un entretien et chercher un stage ou un emploi. Ça dépendra de votre recherche. Alors, la PME, c'est en mars-avril. Je vais essayer de garder votre ensemble. Mais moi, j'ai dit si. Alors, la PME au Maroc, puisque tu es en démarrage de carrière et tu dois faire un choix. Exactement, tu dois faire un choix de carrière. Toi, tu es cette personne-là, tu réfléchis à ton avenir. Donc, la PME, si je veux... Mars-avril, c'est ce que j'ai dit. Mars-avril, je fais un grand forum, comme le forum de l'étudiant. Vous connaissez le forum de l'étudiant? Il y a plusieurs stands. Chaque stand, il y a une école. Moi, je fais plusieurs stands et chaque stand, il y a une entreprise. Et vous venez pour pouvoir passer des entretiens. Même l'année dernière, en ligne, je l'avais déposé sur le YouTube et les étudiants sont venus. Ils ont passé des stages, même si tout le monde a cru qu'il n'y avait pas de stage pendant le confinement. Alors que mes étudiants ont passé des stages. Il y a même des étudiants qui ont trouvé un emploi. C'est-à-dire, après, moi, j'organise l'événement. Je co-organise l'événement. Mais après, c'est toi qui dois te débrouiller dans le face-to-face. Vous voyez? Bon. C'est considéré comme une PME toute entreprise qui répond aux conditions suivantes. Un effectif qui ne dépasse pas 200, quelques exceptions 250. Un chiffre d'affaires, et le petit 1 qui est caché, je vais juste mettre, voilà, normalement ici c'est 175, comme ce que je vous ai montré, voilà, c'est 175 millions de dirhams, comme vous voyez ici avec moi, ou un total bilan inférieur à 50 millions de dirhams, et un programme d'investissement initial inférieur à 25 millions de dirhams. Donc en principe, elle peut être un champ d'analyse important, même pour ton mémoire, ton PFE. Tu peux prendre la PME comme un champ d'activité, parce qu'en PFE, on te demande une partie pratique. En mémoire de master, et bien sûr lors de ton doctorat, si tu continues tes études, la PME, la plupart des étudiants ciblent les PME parce qu'elles constituent quand même un champ assez important dans le tissu économique. Et la plupart des chercheurs au Maroc, vous allez trouver que la plupart des recherches sont focalisées sur la PME. Puis-je passer? J'espère que tout le monde, à partir de maintenant, vous commencez à préparer vos lettres de motivation. Nous sommes en novembre aujourd'hui.
vous commencez à préparer vos lettres de motivation, vos lettres de demande de stage et vos CV pour que d'ici la 2e semaine de février, 3e semaine de février max, vous commencez à déposer. Vous déposez 50, 100, donc d'ici février, tu dois écrire 100 lettres ou plus. Et tu dois imprimer beaucoup plus. Pour que tu puisses... Vous partez à Sidi Marouf, juste à côté. Il y a énormément d'opportunités et vous déposez au maximum. Quand vous finissez Sidi Marouf, vous partez à Kazanier Shore. Vous finissez Kazanier Shore, vous partez à Boulevard Abdelmomen. Il y a énormément d'assurances, banques, etc. Après, c'est Boulevard des Phares. Il y a des centres stratégiques chez nous à Casablanca. Et chaque endroit, il y a énormément, 200, 300 dans le même boulevard. Si vous partez à Boulevard des Phares, c'est 200, 300 entreprises minimum. Transport logistique, etc. Si vous partez à Abdelmomen, c'est des assurances, des banques, des agences de voyage, des cabinets d'études. Ici, c'est l'offshore, c'est la délocalisation des entreprises. C'est les filiales d'entreprises internationales, à côté de chez nous. Zénith et Sidi Marouf. Zénith, Sidi Marouf et Kazanier Shore. Vous avez de grandes opportunités, il faut faire un effort. Vous déposez personnellement. Quand tu déposes personnellement, tu ne peux pas faire photocopie. Quand tu déposes personnellement, tu dois faire manuscrit. Donc si tu veux attendre jusqu'à février et écrire 100 lettres, 100 demandes, c'est un peu pas possible. Donc à chaque fois maintenant que tu as le temps, 5 minutes, 10 minutes, tu écris une lettre, tu la laisses. Et encore, tu as encore du temps, tu écris. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au mois 2, tu as un dossier avec par exemple 100 enveloppes. Chaque enveloppe, à l'intérieur, il y a CV, lettre de motivation et demande de stage. Et tu peux déposer. Quand tu es fatigué du dépôt, tu postules la nuit par mail. Tu es fatigué encore par mail, tu déposes, ainsi de suite, pour chercher la meilleure entreprise possible pour toi, pour te donner de la motivation à partir de la première année. On ne veut pas que tu partes dans une entreprise à partir de la première année et que tu sois déçu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu es dans une phase de transformation entre lycée et université, exact. Donc la PME qui nous intéresse, qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure ? Le pourcentage, c'est voilà, 98% du tissu, restez avec moi, du tissu économique. Nous avons quand même la PME qui emploie la moitié des salariés. C'est quand même énorme. Elle réalise 40% de la production. Vous voyez son importance ? 51% des investissements. C'est pour cette raison que je prends mon temps à vous l'expliquer, cette partie. Elle est vraiment très importante. Et 31% des exploitations. C'est vrai qu'elle contribue à hauteur de 20% à la valeur ajoutée, mais quand même, c'est un tissu qui mérite notre attention. Comme je vous ai dit, en première année, nous l'étudions en cours management, en S2, S3, S4, vous allez l'étudier dans toutes les matières, vous allez prendre des cas et des exemples sur la PME, et ainsi de suite encore dans le projet de fin d'études, vous allez l'apprendre comme champ d'analyse de votre projet, parce que c'est un terrain qui, franchement, mérite que tu puisses te pencher dessus, réfléchir dessus. Et un jour, qui sait, tu créeras ta propre entreprise, ton own business. Je l'espère pour vous en tout cas. Je peux passer ? Monsieur ? De la casquette. C'est interdit ce que vous venez de faire. Est-ce que je peux ? Oh, partez. Prenez vos affaires, sortez. Le monsieur avec la casquette. Oui. Allez, tout de suite. Je vous avais dit que c'était interdit. Allez. On continue. Pas encore ? Est-ce que, j'ai une question, est-ce que vous écrivez la virgule, l'accent, etc. Oui. Prenez des notes. Je vous demande de prendre des notes. Est-ce que je peux ?
On y va? Très bien. Allez, on continue ensemble. Je peux continuer? Allez. Nous venons de nous intéresser au volet économique. Maintenant, nous allons plonger dans le volet juridique, exactement. Après la vision monétaire, financière, chiffre d'affaires, etc., tout ça, ça a une relation avec le volet économique, la vision, la perception économique. Nous allons voir comment, juridiquement parlant, nous pouvons classifier les entreprises. C'est intéressant pour vous, en tant qu'économiste, de connaître, c'est la base en fait, de connaître ces choses-là. Bien sûr, ce module est utile pour toutes les autres matières, de tout le parcours universitaire. Ce que vous étudiez ici peut être utile pour vous pour les autres matières aussi. Nous avons, juridiquement parlant, 3 types d'entreprises. Le premier type, ce sont les entreprises, exactement, privées. Qui les contrôle? Elles sont contrôlées par des personnes privées. Quand vous dites Carrefour, Carrefour est marocain? Non, Carrefour est français. Il est dirigé par des Français. Il y a des filiales ici. Ça fait beaucoup de bien pour l'économie. Ça donne un coup de pouce à l'économie marocaine. Mais ce n'est pas une entreprise marocaine. Bien sûr, vous remarqueriez que l'État n'intervient pas dans le mode de gestion. Parce que ce n'est pas une structure marocaine. Ils ne dépendent pas de l'État. Le deuxième type, c'est les entreprises semi-publiques. Nous avons dans ce cadre-là des entreprises ou des sociétés qui ont un capital privé, mais en même temps public. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? L'intervention qui peut être présente dans les décisions au niveau de la gestion. Et nous avons finalement les entreprises publiques qui les contrôlent l'État, comme l'ONP, Amran, la CNSS, la Douane, la NAPEC, l'ONDA, qui sont strictement contrôlées par l'État. Donc, en principe, nous pouvons classifier de cette façon-là. Privé, semi-public et public. Ce n'est pas fini, nous continuons encore. Ce n'est pas fini, je vais continuer encore à expliquer dans les slides suivants. Vous remarqueriez que la privatisation commence à s'élever. Par exemple, quand vous partez à Marrakech, Marrakech c'est une ville marocaine, oui ou non? Mais on a l'impression que nous sommes touristes là-bas. Essaouira, Marrakech, Agadir, ça devient... plutôt c'est Marrakech, franchement, qui commence à devenir presque à l'ensemble, acheté par des étrangers. Tous les riads, sont achetés par des étrangers. Donc c'est toi le touriste dans ton pays. C'est bien parce que ça permet de montrer que le pays est stable politiquement, que nous avons le respect culturel, que nous sommes un pays multiculturel. Ça donne un coup de pouce à l'économie. Tout est bon. Sauf qu'un jour, peut-être qu'on va se retrouver avec... c'est quoi le risque? C'est une sorte de colonisation. Oui, intelligente. Avec le bonjour, allez-y, installez-vous. Vous remarquez que nous n'allons plus rien gérer en fait. Parce que nous allons rester encore en train d'être gérés. C'est bien, moi je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est un jeu à risque. C'est très dangereux parce que nous n'avons plus la main concernant la gestion de notre propre patrimoine. Les plus grands riads à Marrakech, enfin la plupart des riads à Marrakech sont achetés par des étrangers. À Essaouira, pareil. Les plus grandes structurations, quand vous partez à Sidi Maalouf, les plus grandes structures, les plus grands pouvoirs sont françaises, espagnoles ou américaines. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais que c'est à risque quand même. C'est pour cette raison que la jeunesse, si elle investit, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici vu? Regardez, les types. Maintenant, ces types-là peuvent être sous différentes formes.
nous pouvons trouver la première forme. C'est ce que j'ai expliqué à la demoiselle tout à l'heure. Quand tu investis toute seule, c'est une entreprise individuelle. À 10 000 dirhams, tu as ton registre de commerce olympique. Tu peux créer une entreprise. Restez avec moi. Nous allons détailler chacune. Ne vous inquiétez pas. Quand tu dis une EI, c'est une entreprise individuelle. La deuxième forme, c'est la société SA, que la plupart connaissent aussi. Vous allez remarquer que dans les cours de statistiques, comptabilité, vous prenez souvent ces formes comme exemple. Dans les exercices avec vos professeurs, oui ou non? La société en nom collectif, la SNC. La quatrième, c'est la SCS, société en commandité simple. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer chacune en détail. Je vais parler de combien y a-t-il par rapport au chiffre d'affaires, le nombre d'associés qui commandent. Je vais donner l'ensemble des détails. Et nous avons la Sarl. Quelquefois même, vous passez à côté d'une boutique et vous voyez Sarl. Nous allons voir pourquoi. Nous allons essayer de comprendre. La société à responsabilité limitée. J'attends que vous puissiez finaliser et nous plongeons dans le détail de chacune. Vous avez noté? Je peux passer? L'examen, c'est la première semaine de janvier. Donc, vous commencez à réviser en groupe doucement. Ne laissez pas jusqu'à la dernière semaine de décembre. Je ne pense pas que vous êtes des supermen. Oui ou non? Vous avez des pouvoirs? Non? Vous êtes normaux? Non. Je ne sais pas. C'est des questions pièges que je vous pose. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Donc, organisez-vous en groupe. Quelqu'un qui est fort dans une matière, il fait le parrainage, il révise pour pouvoir à peine avoir 2 mois. Et la dernière semaine, révision. Alors, nous allons découvrir chacune, si vous permettez. On y va? Allez, on y va. La première. Regardez avec moi. Vous remarquez que j'ai mis 2 images contradictoires et 2 pôles contradictoires. Regardez la première personne, comment elle est? Elle se sent Superman. Oui ou non? Superwoman, exactement. Superwoman. Superwoman, tu es féministe. Et regardez le monsieur, le pauvre, comment il est? Ben ça se comprend, il est tout seul. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors, restez avec moi. La première forme, c'est quand tu es tout seul, tu dis voilà, j'ai un projet, pourquoi je ne me lance pas? Si ça marche, je serai le gagnant. Si ça ne marche pas, je suis responsable. Et même si je perds, c'est une aventure personnelle. Je n'implique personne. C'est un test. Beaucoup d'étudiants font ça. Et après, ils reçoivent un sacré coup. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas mis les pieds dans une entreprise. Il n'a pas incarné relationnel, un réseau. Il n'a pas découvert les arnaques qui se passent pour pouvoir connaître les stratégies pour les dépasser. Il n'a pas eu une mission ou un projet qu'il a dirigé lui-même. Parce que quand tu es dans une entreprise, tu as des missions, tu peux te tromper, mais tu as énormément de gens avec toi pour t'épauler, pour sauver la situation. Vrai ou pas? Mais quand tu es tout seul, il n'y a personne. C'est un énorme... Donc, quand est-ce que toi, tu penses à une entreprise personnelle? Tout de suite?
ou après avoir eu de l'expérience. C'est plus intelligent et c'est plus prudent. Madame, moi j'ai un caractère difficile, je ne peux pas. Lorsque je vais partir chez quelqu'un, il me dérange. Patience. Parce que si tu as de l'argent et tu pars à l'aventure dès le début, tu risques de perdre cet argent-là. Le fonds que tu as, tu risques de le perdre. Par contre, calmez-vous. Par contre, quand vous partez, vous travaillez dans une entreprise, vous avez de l'expérience. 2, une carte réseau, c'est très important. 3, vous avez une connaissance sur quelque chose que personne ne va vouloir vous partager, sauf si vous faites partie de la boîte. Parce que tout ce qui est confidentiel, on ne le sort pas dans la presse, les articles, etc. Vous allez vivre la chose, vous allez dépasser les obstacles, vous allez assister à des réunions, vous allez écouter. Donc, c'est de l'apprentissage, parce qu'il y a l'école des livres et il y a l'école de la vie. Moi, je préfère l'école de la vie dans cette période, qui va te donner exactement un savoir meilleur. C'est vrai que tu n'as aucune obligation. Tu te réveilles quand tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est souple. Tu n'as de compte à rendre exactement. Il n'y a aucune responsabilité envers les autres. Mais c'est un grand risque. La deuxième forme, la société en nom collectif, nous allons partir step by step pour voir toutes les composantes de ce type de société. Combien d'associés peuvent faire le montage de cette entreprise? Nous avons besoin minimum de 2 personnes, 2 associés. Et ces deux associés, ils ont des parts sociales nommées. Ça veut dire, toi, si tu mets 70% et moi 30%, on doit nommer tes 70%. Comme ça, dans les gains, on sait que ton gain sera beaucoup plus important que le mien. C'est nominatif. S'il y a vente ultérieure, on sait que c'est toi qui as la plus grosse part aussi de décision, ainsi de suite. On doit nominer lorsqu'il y a quelqu'un qui s'associe avec une autre personne. Elles ne peuvent pas être vendues. C'est vendu qu'avec le OK, le consentement des 2 personnes. Ce qu'on a dit 2 minimum. C'est-à-dire, moi, je vais vendre, ça ne m'arrange plus, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que nous devons tous les 2 donner notre approbation, notre consentement, notre OK. Est-ce que pour l'instant, ça va? Combien nous avons d'associés minimum? 2. Chacun de nous, qu'est-ce qu'il doit absolument faire? Nominer sa part. Moi, je suis contributeur à hauteur de 50%. Je dois nominer. Aussi, c'est une sécurité. C'est une sécurité pour moi. Et si un n'est pas satisfait, un des collaborateurs n'est pas satisfait, est-ce qu'il a la possibilité de vendre? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Le consent, c'est-à-dire le OK, la validation. Le consentement de tous les associés. D'accord, on part au deuxième point. La société en nom collectif, la SNC, que nous étudions, elle peut avoir une dénomination sociale. Ce nom-là, ce titre, cette dénomination sociale, qu'est-ce qu'on retrouve? On peut trouver le nom d'un ou plusieurs associés, comme vous trouvez Moumni ou Zakaria X. C'est l'un des partenaires ou l'un des associés. Ça peut être un ou plusieurs. On peut trouver 2 noms, Aya et Karima, ou je ne sais pas, ça dépend. Je n'ai pas d'exemple pour l'instant, mais j'ai pensé à Moumni. Vous connaissez certainement plusieurs. Et on peut aussi précéder ou suivre cette dénomination avec la mention société en nom collectif pour montrer qu'il y a une collectivité, que ce n'est pas une personne. Je pense que ce point est clair. Bien sûr, ce chapitre, vous l'avez deviné, il y aura énormément de questions à l'examen concernant ce chapitre pour vous pousser à maîtriser et à connaître par cœur les types et les fonctions. Le troisième point, ça c'est la question qui fâche. Oui, tous les associés sont solidairement responsables des dettes. On a pris un crédit bancaire. Toi et moi, on a fait associé. On a pris un crédit. Tu ne peux pas m'abandonner et tu me dis je suis serré, économiquement ça ne va pas, paye pour moi ce mois et le mois prochain je vais te rembourser. Si on commence
le fait d'être associé, il faut un respect au niveau des dettes. Oui ou non? Sinon, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de collaboration? Des problèmes. Un échec parce que A ne veut pas payer. Et il compte sur moi. Moi, par gentillesse, parce que je le connais, on a grandi ensemble, peut-être que je vais le croire. Peut-être que je vais payer 6 mois, 7 mois. Lui, il est surendetté et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis quelqu'un de stupide. Non, non, c'est de la stupidité, je suis désolée. Beaucoup de gens croient que la gentillesse est prise pour de la gentillesse. Moi, je vous dis que la gentillesse est prise pour de la stupidité. On me dit, je vais lui dire que j'ai pas d'argent, il va payer. Non, 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 je le connais, il est gentil. Il est gentil, il est gentil, ça veut dire il est stupide. Tu veux rentrer dans une collaboration avec moi, ta part c'est ta part, ma part c'est ma part. Personne ne profite de l'autre. Sinon, de toute façon, nous risquons l'échec, nous risquons la faillite. Donc, pour une collaboration réussie, l'amitié c'est une chose et l'intérêt professionnel c'est autre chose. Et c'est ce qui permet la durabilité, la pérennité d'entreprises qui se respectent. Des personnes qui se respectent permettent la durabilité de leur partenariat. Qui gère maintenant? On parle maintenant de gestion. Qui gère? Tous les associés ont le droit de participer à la gestion. Donc, à la prise de décision. Voilà. Mais quelquefois, c'est difficile. À chaque fois, on a une décision, il faut faire une réunion, il faut rassembler tout le monde. Celui-là n'est pas disponible, l'autre n'est pas disponible. C'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi l'alternative? C'est désigner un gérant ou plusieurs gérants. C'est-à-dire qu'on peut voter pour quelqu'un, on lui fait confiance, il peut décider et revenir à nous juste pour valider, mais c'est lui qui gère. Surtout les décisions quotidiennes, exactement. Donc là, c'est au niveau de la gestion. On peut quand même trouver cette alternative, qui est une solution pratique, de choisir un gérant. J'espère que vous suivez avec moi. Ça va? D'accord. Le 5e et dernier point. La société, elle prend fin. C'est bon, on va mettre un point à cette collaboration. Quand? Lorsqu'il y a le décès de l'un des associés. Si je meurs, je décède, donc cette entreprise, elle ne peut plus avoir une suite, sauf, voilà le cas, sauf si il a été stipulé, il a été décidé auparavant que la société va continuer. Soit entre toi, par exemple, et mon fils ou ma fille, donc l'un des héritiers. Si moi je décède, eh bien mon fils ou ma fille va prendre le relais. Ils vont continuer pour permettre à l'entreprise d'avoir une pérennité. On ne va pas clore cette collaboration parce qu'un de nous décède. On peut faire appel à son fils ou sa fille ou l'un des héritiers. Mais il faudrait au moins, avant, l'avoir décidé. Parce que si nous n'avons pas écrit ça noir sur blanc, elle peut avoir fin. Donc il faut au moins un contrat qui stipule ceci. C'est clair cette entreprise? Bien sûr, je vais vous montrer les 5. Et vous allez me dire après le master ou la licence, qu'est-ce que vous voudriez bien créer? Là où il y a le moins de risques et là où vous voyez que vous serez beaucoup plus gagnant. Il y a peut-être ici des jeunes qui vont me dire, madame, moi je suis pour la EI. Tranquille, prise de décision unique. Ceux qui vont me dire, madame, la prise de décision unique, je peux me tromper, madame. Je peux me tromper, je peux choisir de mauvaises décisions. Madame, j'ai besoin de quelqu'un qui me motive, qui me réveille. De temps en temps, il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Fais attention, c'est pas le bon choix. Parce que quelquefois, nous sommes capables de commettre des erreurs. À vous, après, de répondre. Est-ce que je peux passer? D'accord, je vous attends. Mais faites vite, s'il vous plaît. Oui? La EI? Non. Entreprise unique. T'es seul. Il y a beaucoup qui le font, surtout pour la vente en ligne. Il crée une plateforme ou un site, il importe de la marchandise lui-même, il la met dans son site. Après, il fait tout ce qui est gestion, technique, donc réponse aux clients, etc. Après, il peut livrer lui-même. Il fait une fois par semaine, il fait la livraison pour tout le monde, ou une fois par 15.
C'est à lui de gérer. Mais il n'y a personne qui le commande et il ne commande personne. S'il coule seul. S'il gagne, c'est un gagnant. Mais c'est un aventurier. C'est de l'aventure. Je peux continuer? On passe à la troisième. La S, C, S. Prenez des notes avec nous. Prenez des notes. La SCS, c'est la société en commandité simple. Prenez votre stylo. Bravo. Allez, on continue. Alors là, S, C, S. Elle regroupe des associés commandités. Ça veut dire quoi? Suivez avec moi, s'il vous plaît, l'explication. Ceux qui se font financer. Toi, tu as l'idée, le projet, mais suivez avec nous. Mademoiselle, suivez avec nous. Tu as besoin d'un crédit bancaire. Donc, toi, tu vas te faire financer. Donc, toi, tu es qui? Tu es le commandité ou les commandités. Toi, tu es associé avec quelqu'un, vous avez besoin d'argent, vous n'avez pas une somme d'argent, vous allez partir chercher un fonds, un crédit bancaire, un emprunt, et des associés commanditaires, ceux qui vont financer. Donc, ceux qui vont financer, ça peut être des partenaires, ça peut être des institutions, des IC, des institutions de crédit ou des institutions financières, donc des banques. Bien sûr, nous allons voir les IC en cours et comment avoir de l'argent. Oui, je vais expliquer. Comment on peut accéder à avoir des fonds. Deuxième point qu'il faut garder en mémoire, c'est que cette société continue même si nous avons le décès de qui? Du commanditaire. Pas le commandité, mais le commanditaire. Le commandité, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait financer. Il continue son activité. Lorsque le commanditaire, ça veut dire celui qui décède, eh bien l'entreprise continue. Le troisième point, l'associé commanditaire, c'est qui le commanditaire? Qui? Attention, le jour de l'examen, quand vous voyez commanditaire, commandité, vous commencez à bloquer. Mémorisez-les très bien. Il ne peut faire aucune action de gestion engageant la société, même en vertu d'une procuration. Tout à l'heure, nous avons vu l'autre forme. Si nous avons une procuration, nous avons désigné quelqu'un, il peut prendre le pôle gestion. Ici, non. Celui qui finance, il ne donne que de l'argent, mais il ne participe pas à notre gestion. Il va nous donner, par exemple, une banque. Elle te donne un emprunt. Est-ce qu'elle est, parce qu'elle t'a donné de l'argent, elle est responsable aussi de la prise de décision? Non, tu me dis oui. Non, madame. Elle m'a donné un emprunt, mais en contrepartie de quoi? Mais bien sûr, vous allez payer des taxes. Vous allez avoir un remboursement, mais elle va vous chiffrer des intérêts. Des intérêts. C'est pas des intérêts, c'est des intérêts. Ce qui fait qu'elle t'a donné de l'argent, vous allez lui rendre son remboursement. En convenance avec ce que vous avez décidé au démarrage. Avec un taux variable ou taux fixe. Comment? Normalement. Est-ce que je peux passer? Vous remarquez qu'à chaque fois qu'on part vers une nouvelle forme, les problèmes s'agrandissent. Au niveau de la prise de décision, au niveau de qui prend les décisions, au niveau s'il y a un décès. Oui, parce que... Non. De toute façon, lorsque je suis seule, il y a l'autogestion, l'autocontrôle de temps, perte ou gain, j'en suis responsable. Par contre, à chaque fois qu'il y a avec moi un associé, ou je prends un emprunt bancaire, la prise de décision commence à devenir plus complexe et le seuil de remboursement devient encore plus complexe. De toute façon, comme nous avons dit tout à l'heure, la petite entreprise ne se gère pas comme la grande. Vous vous rappelez, on a commencé le cours d'aujourd'hui avec ça. Vous voulez dire quelque chose?
Il y a des personnes qui refusent d'aller à la banque. C'est une culture. C'est une culture. Pourquoi? Parce qu'avec la banque, vous pouvez aller en prison. Vous pouvez aussi perdre votre entreprise. Elle va passer aux ventes aux enchères. Mais avec le deuxième moyen, il y a négociation, il y a échéance. Je vous rembourse dans tel et tel mois. Il y a possibilité de discussion. Mais avec la banque, il te donne combien de temps? 3 mois max. Et après, ça passe au service recouvrement. Vous avez l'avocat qui prend en charge la suite. Bien sûr, je sais. Et c'est ce qui fait l'aventure dans l'économie. C'est ça ce qui fait l'aventure. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Pour les jeunes qui veulent faire entrepreneuriat, ils doivent avoir une forte personnalité, ne pas avoir peur. C'est ce que j'ai dit. Si on commence à réfléchir avec cette logique, et si ça ne marche pas? Et si on ne fait pas d'entrepreneuriat? La personne qui veut créer une entreprise ne pose pas la phrase avec et si. On continue. Bien sûr, le nombre minimal d'associés, c'est 2 personnes. Très bien. Je passe à la 4e forme, c'est la société anonyme. Je pense que la plupart en classe connaissent cette... Exactement. Allez, on y va. La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport. L'apport, c'est la somme d'argent qu'ils ont versée au début. Vous avez versé 20%, je suis désolée, dans la réunion, vous n'avez pas à nous dire ce que vous pensez et on ne doit pas l'appliquer. Et si vous avez le droit de vous exprimer, c'est le vote qui va décider. C'est-à-dire qu'ils supportent les dettes à concurrence de rapport et même au niveau du remboursement, vous n'allez pas... Je peux? Vous n'allez pas rembourser comme l'autre personne qui a peut-être un apport de 70%. Elle a pris un gros crédit, cette personne. Elle a contribué aussi à une hauteur assez élevée. Donc, au niveau de sa gestion et au niveau du remboursement, ça va être différent par rapport aux autres associés. Le deuxième point, c'est que nous pouvons aller vers carrément 5 au minimum. Et là, vous remarquez que la taille de l'entreprise commence à s'agrandir. Par rapport à notre capital, on peut quand même exiger 3 millions de dirhams si la société fait appel à l'épargne publique. Et 300 000 dirhams dans le cas contraire. Parce qu'on peut aller ici vers ce que nous avons vu tout à l'heure dans les types d'entreprises, vers une création de exactement. La société anonyme, je vais essayer aujourd'hui de finir ce pôle. C'est pour ça que vous remarquez que je cours un peu. Je suis désolée, mais on est pressé par le temps. C'est pour cette raison que j'accélère. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la cadence n'est pas comme la cadence des semaines passées. Et nous devons faire aussi des exercices, je dois aussi vous préparer pour l'examen. Je ne compte pas les 2 séances de décembre. Presque, il me reste 4 séances avec vous. Aujourd'hui, c'est la 4e. Et il nous reste presque 4 séances dans lesquelles on doit faire bouclage du programme. La première semaine de décembre, c'est quoi? Révision, examen des années précédentes, préparation à l'examen de janvier et première semaine de décembre, deuxième semaine de décembre, c'est vos exposés. Alors, la SA peut aussi être dirigée par un directoire. Et finalement, elle a une personnalité morale à partir de son immatriculation. Donc, elle a une existence morale, elle a un statut. C'est vrai qu'ici, la dimension de la prise de décision change, le nombre d'effectifs change, le risque change, la taille de l'entreprise aussi change. Mais comme nous l'avions précisé tout à l'heure, à chaque ambition, ses responsabilités. Est-ce que je peux passer à la 5e et dernière forme? On y va? Oui. Allez, courage. Je peux? Vous êtes comme ça lundi matin. Qu'est-ce que vous faites alors vendredi? Vendredi, c'est batterie déchargée? Oui. Le week-end n'est jamais suffisant.
je sais. Courage, courage. Je peux continuer? La vision, je pense, commence à un peu s'éclaircir. Est-ce que vous allez faire beaucoup plus une EI ou aller vers d'autres formes? D'accord. Est-ce qu'on peut continuer? Allez, on y va. Je peux? Très bien. J'y vais. La sarle, que la plupart connaissent aussi. Alors regardez, on va essayer de pointer du doigt les éléments les plus importants. La sarle, elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, qui doit obligatoirement être précédé ou suivi de la mention, on doit la voir en fait, société à responsabilité limitée, ou carrément on peut mettre SARL, aux sociétés limitées d'associés uniques. Donc on doit vraiment voir cette dénomination. Elle peut être créée par une personne dite associé unique. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, l'entreprise individuelle? Eh bien, tu peux peut-être choisir la forme de SARL, mais nous allons voir la différence. Si nous avons un projet modeste, on peut ne pas l'appeler EI, mais SARL, pour quelle raison? Parce que tout simplement, je peux au fil du temps rajouter d'autres assos. Voilà, si je vois, je commence seule, mais je ne m'en sors pas. Je trouve que c'est difficile, ou peut-être après j'ai besoin de fonds, ou j'ai besoin de consulter, ou d'avoir au moins quelqu'un de présent. Donc là, je pourrais au fil du temps avoir d'autres associés. Ça ne ferme pas la possibilité de collaboration. Par contre, tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons vu? La EI est une entreprise seule. Lorsque tu ne veux plus rester seul, tu dois déclarer faillite, fermer la boîte et recréer une nouvelle entreprise. Est-ce que vous avez vu la différence? Oui ou non? Est-ce que ça va pour l'instant? Je vais vous montrer maintenant un tableau récapitulatif de l'ensemble de ce que nous avons vu depuis tout à l'heure. Ça marche? Alors, on regarde ensemble, n'ayez pas peur. Vous avez eu peur? Je vous pose des questions et vous me répondez? Après, je vous montre l'image. Allez, on fait un petit test. Regardez vos cahiers, je vous fais un petit test. J'enlève l'image, après je vous montre le tableau. Regardez avec moi vos cahiers. On part à la EI, qui est l'entreprise. C'est quoi le capital social? Pas de notion de capital? Ne copiez pas les réponses. Attention, ne trichez pas. La SNC, par rapport au capital social, qui le fixe? Bravo, c'est les associés qui fixent le capital social. Je pars à la, suivez avec moi. La SCS, qui fixe le capital? Les associés, très bien. La SA, qui fixe, c'est combien déjà le capital social? 3 millions de... Vous êtes en train de tricher? Non. 3 millions de dirhams. Et pour la SARL, combien? Ce n'est pas exigible. Ça dépendra de vos fonds. Ça dépendra de votre capacité. Exactement. Il n'y a pas de seuil. Vous pouvez avoir 1 milliard comme vous pouvez avoir 10 000 dirhams. D'accord. Maintenant, on part au nombre d'associés. Tout à fait. Chut, chut, chut. Ne parlez pas ensemble. La EI. Quel est le nombre d'associés? 1. S'il ne veut plus rester, restez avec moi. S'il ne veut plus rester seul, il conclut. Voilà. Et a l'obligation de recréer une entreprise. Peut-être bien qu'il pourrait faire quoi? Une SARL. Bravo. La SNC, combien j'ai d'associés? Au mini. La SCS, combien j'ai d'associés?
Au minimum. La SA, combien j'ai d'associés? Très bien. Et la SARL? 1, le minimum. Et 50, le maximum. D'accord. On part maintenant qui est responsable. Exact. Donc dans la EI, c'est qui est responsable? Il est déjà qui? Il est tout seul, le pauvre. Donc il est le seul responsable. Si nous partons à la SNC, qui est responsable des dettes et des remboursements? Tous les assos solidairement responsables. Ils sont solidaires. D'accord. Si on part à la SCS, c'est qui le responsable des dettes? C'est qui est solidaire? Les commandités ou les commanditaires? Les commandités. D'accord, très bien. Pour la SA, la société anonyme, est-ce que nous sommes responsables des dettes? Qui est responsable des dettes? Ça dépend de ma part. Donc, mon remboursement est limité par rapport à mon apport. Si moi j'ai versé 50%, je vais avoir 50% au niveau de mon remboursement. Oui ou non? Pour la SARL maintenant, la responsabilité des associés est limitée aussi à leur apport. C'est le même cas. Maintenant, qui dirige la EI? Qui la dirige? C'est le créateur lui-même, l'investisseur lui-même, l'entrepreneur lui-même. D'accord. Qui dirige la SNC? Tous les associés sont? Sauf? C'est quoi le cas échéant? Sauf si nous stipulons, nous choisissons, nous décidons un responsable. D'accord. On part à la SCS.